Bienvenue à cet webinaire euh, organisé par le département de data et partenariat chez Unicancer. Et je vais commencer à partager notre écran. Donc, ce webinaire qui se porte sur les enjeux méthodologiques de l'utilisation des données de vie réelle, l'émulation d'un bras contrôle. Donc, nous avons des intervenants de valeur aujourd'hui, notamment Laure Martin, qui est la directrice des data et partenariats chez Unicancer, Ellison Antoine, qui est étudiante en thèse au Centre Léon Bérard, et Coralie Coutiro, qui est chargée des missions RWD du projet Consort. Donc, maintenant, je passe la parole à Laure. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je vais vous faire une présentation, mais vraiment très rapide, puisque tout l'objet va porter de ce webinaire porte sur les aspects méthodologiques et applications cas pratiques, et donc les interventions d'Alison et de Coralie. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, moi, c'est juste pour euh, suivante. Voilà, c'est juste pour tracer un peu le tableau de quels sont quel est l'intérêt de la réutilisation des données de santé. Évidemment, ce sont des notions qui sont très actuelles, avec beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions, d'initiatives et des institutions qui sont créées pour apporter des éléments de réflexion et de gouvernance sur l'utilisation de ces données de vie réelle. Alors, le sujet ici ne va pas concerner la réutilisation par les établissements de santé directement, puisque eux-mêmes sont utilisateurs de ces données et le seront de plus en plus dans l'avenir en vue de définir leur politique propre d'établissement, d'évaluer leur performance. Mais si l'on s'intéresse plus à la santé publique, évidemment, il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont déjà rentrés dans les pratiques et qui vont se développer encore autour de la production de données en épidémiologie, autour de l'évaluation des inégalités sociales, thème cher, pardon, notamment à l'INCa, hein, puisque nous sommes focalisés sur le domaine de la cancérologie et ce sont des thématiques qui sont portées par des institutions comme l'INCa. Et puis, il y a tout le champ de l'évaluation, évaluation des parcours de soins, évaluation de l'efficacité des traitements, des stratégies thérapeutiques, et puis les évaluations médico-économiques qui en découlent. Toutes ces évaluations ont un intérêt évidemment important, à la fois pour les autorités de santé, pour les industriels du médicament ou des dispositifs médicaux, ce qui ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais on voit que c'est de plus en plus recherché d'apporter des informations en vie réelle sur ce périmètre-là également. Et puis, évidemment, aussi pour les chercheurs, les académiques, en vue de positionner en fait les traitements dans des stratégies thérapeutiques fiables une fois qu'elles passent en évaluation en vie réelle. Suivante. Donc, de quelles sources de données dispose-t-on? Évidemment, il y a tout ce qui concerne le champ traditionnel des bases SNDS. Nous disposons de registres, mais qui ont des limites en termes de profondeur, d'actualité des données. Nous disposons aussi de programmes de cohorte ou d'autres bases d'envergure nationale qui peuvent, selon leur typologie, apporter des informations plus ou moins profondes. Euh, et puis, il y a tout le champ des entrepôts de données de santé dans lequel Unicancer s'est inscrit depuis 2014 avec de la constitution d'entrepôts thématiques dont nous verrons qu'ils peuvent permettre de répondre à des cas d'usage bien spécifiques. Et puis, le champ nouveau des entrepôts d'établissement qui va ouvrir encore de nouvelles possibilités. Suivante. Donc, au niveau d'Unicancer, nous avons 3 programmes phares qui permettent de répondre donc à un certain nombre de cas d'usage. ESME qui a été lancé en 2014, qui est un programme d'entrepôt qui cible 3 indications en cancer du sein métastatique, ovaire et poumon. Donc, ce programme ESME, qui est le programme sur lequel Alison et Coralie vont développer leurs propos, puisqu'elles travaillent sur ce sujet-là. Donc, ESME permet d'adresser des questions aussi bien de type épidémiologique que de l'évaluation des stratégies thérapeutiques, reconstruction de bras contrôle ou suivi post-marketing. Plus récemment, nous avons développé un entrepôt ODH qui, lui, a un positionnement plus particulier en termes d'observatoire du médicament, avec une possibilité
je dirais, élargie en termes d'indications dans le futur. Et puis la cohorte Canto, qui est une deep cohorte, comme l'on dit, qui apporte un nombre d'informations très, très important. Et si l'on passe à la slide suivante, nous voyons que, en fait, l'idée est d'apporter un continuum d'offres de base pour répondre à des questions qui vont balayer le spectre depuis l'évaluation de l'efficacité des traitements jusqu'à l'évaluation du fardeau de la maladie, qui est une question, je dirais, qui nécessite que les établissements de santé se mobilisent autour de la collecte d'un nouveau type d'information générée par les patients eux-mêmes et permettant d'approcher les notions de qualité de vie, d'impact de la maladie, de son fardeau et de l'impact des traitements également. Le tout, je vous ai signalé le nom Harmonie, qui est le nom d'un projet d'entrepôt, je dirais, pas supérieur, mais qui va englober l'ensemble de ces initiatives. L'idée étant, au final, d'atteindre le cas d'usage parcours de soins en appariant en fait l'ensemble de ces bases aux données du CSNDS, qui apportera des cas d'usage décuplés par rapport aux usages initiaux de ces projets. Slide suivante. Donc, de façon très synthétique, c'est le profil et les cas d'usage de ces bases, en fait, leur descriptif, c'est juste pour vous faire toucher du doigt, en fait, que en fonction de la façon dont on constitue les bases, si la collecte est prospective, rétrospective, si elle est automatique ou manuelle, on va avoir une actualité des données potentiellement différente et répondre à des cas d'usage différents. C'est ainsi qu'est positionné ODH pour des cas d'usage axés sur l'évaluation de l'innovation avec une rapidité d'accès à la donnée. Mais une cohorte comme SME va pouvoir permettre, avec un nombre de paramètres collectés très important, va permettre de répondre à des cas d'usage beaucoup plus précis en termes d'évaluation à ce stade. Et puis la cohorte Canto, comme je l'ai déjà dit, va permettre de répondre à des questions plus axées sur les toxicités qui ne sont pas captées dans les dossiers médicaux hospitaliers. Et donc, il est important de dédier des cohortes prospectives pour recenser ces informations. Slide suivante. Ici, nous avons essayé de résumer en fait tous ces cas d'usage déjà évoqués en montrant en fait les spécificités des différents programmes. Donc, évidemment, en fonction de la nature des données collectées, comme dit précédemment, on va pouvoir répondre de façon plus ou moins efficace à différents cas d'usage. Nous pourrons y revenir si vous avez des questions. Le cas des bras contrôle synthétiques et des nouvelles méthodologies seront les sujets abordés par Alison et Coralie. Et donc, je les laisserai développer sur ce thème-là. Suivante. Donc là, il y a une petite effet d'animation. Donc, tout ça pour vous dire que si l'on regarde par rapport à cette base générée en 2014, la production scientifique qui en est issue montre en fait tout l'intérêt que les utilisateurs, qu'ils soient industriels ou académiques, portent à ce type d'initiative, avec environ 60 publications recensées aujourd'hui, avec une vraie mise en production de la base à partir de 2019. Et évidemment, ces publications recouvrent en fait les cas d'usage à visée d'évaluation qui ont été produits grâce aux données collectées. Slide suivante. L'avenir, quel sera l'avenir en fait? L'avenir sera d'utiliser à la fois des bases générées, constituées, centralisées avec les données des établissements, avec des cas d'usage précis, mais aussi de s'appuyer sur ce que nous sommes en train de constituer à l'heure actuelle, c'est-à-dire un réseau d'entrepôts d'établissements qui vont permettre en fait d'atteindre des indications très compliquées à recueillir en centralisé, parce que nécessitant beaucoup d'établissements contributeurs. Et donc, ces développements d'entrepôts locaux vont permettre de générer des possibilités d'évaluation, d'analyse et de cas d'usage complémentaires
de par les indications atteintes et la possibilité des établissements de pooler leurs données de façon simple, sans s'engager dans des projets d'entrepôt centralisés. Voilà, donc ça c'est l'avenir, avec évidemment toujours en ligne de fond l'appariement au SNDS qui sera une évolution importante de ces projets. Et je laisse la parole à Alison qui va rentrer plus dans le détail, qui travaille à partir de la base ESME et a commencé un travail de thèse de longue haleine sur le développement de nouvelles méthodologies. Donc oui, bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, donc je m'appelle Alison Antoine. Je suis en 3e année de thèse à l'Université Lyon 1 et au Centre Lombera, donc sous la direction de Christine Lassé, de Yuen Drouet et de David Perrol, que vous connaissez peut-être pour certains. Alors, mon sujet aujourd'hui va porter sur une nouvelle méthodologie qui a été développée dans le cadre de l'évaluation de l'effet d'un traitement, avec une illustration ici, avec un focus en oncologie. Donc, je vais peut-être commencer par des choses un peu triviales, des notions triviales mais importantes. Donc, en théorie, pour évaluer le lien de causalité entre un traitement et la survie en oncologie, il faudrait par exemple pouvoir comparer l'événement dans le cas où le traitement A est donné à l'événement dans le cas où les traitements A plus B sont donnés, et ce, toutes choses égales par ailleurs. En fait, la condition toutes choses égales par ailleurs nécessiterait, comme on peut le voir d'après le schéma, d'observer l'état d'un même patient lorsque on lui donnerait donc dans 2 vies parallèles, l'une dans laquelle il serait exposé au traitement A et l'autre dans laquelle il serait exposé au traitement A plus B. En fait, le différentiel de survie entre ces 2 situations serait donc l'effet causal net du traitement B, c'est-à-dire un effet causal au niveau individuel. Je vous apprends rien en vous disant qu'en réalité, on ne pourra observer qu'une seule situation, toujours. Par contre, sous certaines conditions, on va pouvoir estimer ce qu'on va appeler un effet causal moyen, donc au niveau populationnel, et qui va reposer sur la notion d'échangeabilité des individus. En fait, c'est précisément ce qu'on fait en recherche clinique lorsqu'on va constituer des groupes de traitement qu'on va randomiser par A, pour recevoir le traitement A versus les traitements A plus B, et qui de fait seront échangeables à T0 en termes de caractéristiques observables et non observables. Il n'y a pas que la randomisation qui va permettre de garantir l'absence de biais. C'est en fait tout un protocole précis qui va permettre in fine de pouvoir estimer l'effet du traitement sans biais. Et en revanche, en situation observationnelle, l'absence de randomisation va impliquer que la comparabilité des groupes n'est pas garantie puisque le traitement n'est pas donné au hasard et que les facteurs de risque et de confusion sont de fait plus répartis aléatoirement. Donc la différence de survie qu'on observerait de façon naïve entre les 2 bras serait forcément sujette au biais. C'est pour ça que donc on va essayer en tout cas de prendre en compte les biais a posteriori au moment de l'analyse. Alors la question qu'on peut se poser du coup, c'est compte tenu de cette possibilité de biais en situation observationnelle, quelle est la place des données de vie réelle, par exemple, lorsqu'on va vouloir estimer l'effet traitement en oncologie? Il y a 2 grandes catégories. Alors la première, ce sont les études de phase 4, assez classiques, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Et ensuite, il y a des situations complexes, de plus en plus courantes, où on est confronté à une difficulté d'interprétation des résultats. On va pouvoir citer le cas des maladies rares où on va construire donc les études de phase 2 monobras. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'on n'a qu'une valeur absolue de l'efficacité du traitement chez les traités. Ensuite, on va pouvoir citer également les situations où on a un essai clinique randomisé, mais où la question n'est pas tranchée, soit pour des raisons de crossover, par exemple, ou bien pour des raisons de faible puissance sur le critère final, qui peut être donc la survie globale, ou encore pour des raisons de bras contrôle inappropriés ou obsolètes. Donc, dans ces cas de figure, en fait,
on va pouvoir utiliser une nouvelle méthodologie qui est appelée l'émulation d'essais cibles, que je vais expliquer un petit peu après, qui va permettre qui va permettre d'améliorer l'inférence causale dans l'utilisation des données de vie réelle pour estimer l'effet de traitement, soit par reconstruction du bras contrôle externe, du bras contrôle et du bras expérimental, soit de reconstruire que le bras contrôle externe qu'on va pouvoir donc appareiller sur le bras expérimental qui serait issu d'un essai de phase 2 monobras. Donc pour expliquer un petit peu le principe de l'émulation d'essais cibles, c'est une approche qui a été développée par Hernan et ses collègues à Harvard. Et donc il part du postulat que c'est pas que la randomisation qui permet de garantir l'absence de biais, mais que c'est l'ensemble du protocole. Et donc finalement, il suggère de simplement et concrètement appliquer les mêmes principes clés de design des essais randomisés à nos données observationnelles. En fait, il s'agit de formaliser notre démarche en décrivant le protocole de l'essai clinique randomisé idéal, cible, donc qui permettrait de répondre à notre question de recherche si on pouvait le mener. Mais au lieu de le mener, on va l'appliquer à nos données observationnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on va définir des critères d'éligibilité, les stratégies thérapeutiques à l'étude, la procédure d'assignement, la période de suivi, les outcomes, l'effet causal qu'on souhaite estimer et le plan d'analyse. Donc, je vous propose aujourd'hui d'illustrer en fait cette stratégie avec un exemple concret donc en oncologie avec l'émulation de l'essai clinique E2100 qui a fait l'objet d'un papier récemment publié dans JNCI, dans le cadre de ma thèse. Donc, on a choisi d'émuler un essai clinique randomisé qui a réellement existé pour en fait au départ déjà tester la faisabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable avec des données du type SME d'implémenter cette méthodologie, d'implémenter l'émulation d'essais cibles d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on est capable de retrouver la taille d'effet qui avait été estimée dans l'essai. Donc pour replacer un petit peu brièvement le contexte, dans les années 2000, 3 essais cliniques randomisés ont évalué un bénéfice statistiquement significatif en termes de survie sans progression, de l'ajout du bevacizumab à une chimiothérapie en première ligne de traitement dans le cancer du sein métastatique HR2 négatif, mais aucun de ces essais n'a démontré de gain en termes de survie globale. Ensuite, en 2016, il y a une étude de vie réelle qui a utilisé la base de données SME qui s'est attaquée à l'évaluation de l'ajout du bevacizumab, cette fois au paclitaxel en particulier, donc avec une base de données de l'époque. Et cette étude a montré des résultats significatifs en termes de survie globale en essayant de maîtriser le biais de confusion, notamment par l'ajustement sur le score de propension, donc qui est la probabilité d'appartenir au groupe, qui est la probabilité de traitement conditionnellement aux caractéristiques observées, ou bien par l'appariement sur le score de propension, qui est une autre méthode. Donc, l'objectif de l'émulation de l'essai E2100 ici, c'était d'aller un peu plus loin que cette étude en 2016, c'est-à-dire notamment de maîtriser le biais de sélection par design, ce que permet l'émulation d'essais cibles, et la maîtrise du biais de confusion par des méthodes un peu plus sophistiquées d'ajustement sur les facteurs de confusion. Donc, on a utilisé la dernière base qui était disponible, qui a été extraite en 2021 et qui comportait donc les données de plus de 30 000 patients diagnostiqués de 2008 à 2020. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 étapes pour l'émulation de ces cibles. La première, c'est on définit le protocole. Ensuite, deuxième étape, on l'applique. La partie application du protocole peut être elle-même schématisée en 2 grandes étapes. La première va commencer à émuler en implémentant les critères d'éligibilité et en sélectionnant également les patients qui ont reçu les stratégies thérapeutiques à l'étude. Cette étape, elle permet en fait de maîtriser le biais de sélection par design. Alors, on pourrait à cette étape tout à fait estimer l'effet traitement, mais on sait qu'un biais de confusion n'est pas maîtrisé. Donc, on va passer schématiquement à une deuxième étape qui va permettre de rééquilibrer a posteriori les groupes de traitement en termes de facteurs de confusion mesurés, donc en ayant recours à des techniques d'ajustement sur les facteurs de confusion, comme les méthodes basées sur le score de propension, par exemple.
Donc, c'est qu'à la fin de ces 2 étapes qu'on va pouvoir estimer l'effet de traitement, sans biais de sélection, donc par design, et sans biais de conclusion, par ajustement. En revanche, la question du biais résiduel pourra toujours persister à la fin, puisque par définition, on ne peut ajuster que sur les facteurs qui sont observés, qui sont mesurés dans notre base de données. Et cette question, elle pourra être investiguée par ailleurs dans le cadre d'analyse de sensibilité qui vont pouvoir faire appel soit à des analyses du type tipping point analysis qui s'attaquent à simuler un facteur de confusion hypothétique non mesuré, soit en faisant appel à des contrôles négatifs qui peuvent être des traitements ou des outcomes hors pathologie étudiée, donc pour notre part, hors cancer, mais qui partageraient les mêmes facteurs de confusion que la relation d'intérêt qu'on souhaite étudier, donc traitement outcome. Donc, je vous l'ai dit, la première grande étape, c'est de définir le protocole. Alors, nous, le protocole existait déjà, puisque c'est un essai qui a été réalisé. L'idée, c'est de finalement dresser ce qu'on peut faire et comment. Donc, en vie réelle, on est confronté à la disponibilité ou l'indisponibilité de certaines données parfois. Donc, ça suppose de faire des choix. Donc, il y a des critères qu'on peut respecter de manière stricte, d'autres qu'on peut approcher et certains qu'on n'a pas pu du tout implémenter. Ensuite, là, je vous présente le plan d'analyse de manière dans ses grandes lignes. Donc, à gauche, c'est le plan d'analyse de l'essai 2100. Brièvement, ils ont utilisé un modèle de Cox assez classique qu'ils ont ajusté sur les facteurs de stratification. Ensuite, à droite, c'est ce que nous avions prévu pour notre analyse en vie réelle. Donc, avant toute chose, on a dû utiliser l'imputation multiple pour prédire les données manquantes qu'on avait, notamment sur certains facteurs de confusion. Ensuite, on a dressé a priori toutes les méthodes et les modèles qu'on allait utiliser pour estimer notre effet de traitement. Donc, on a estimé l'effet de traitement selon 6 méthodes successives. La première, un modèle de Cox univarié sur une population naïve qu'on a sélectionnée indépendamment de l'émulation, c'est-à-dire sur certains critères cliniques majeurs qu'on aurait implémentés de manière assez naturelle dans une étude en vie réelle lambda, en dehors de l'émulation, je veux dire. Ensuite, on a fait 5 autres estimations. Une première, donc à nouveau un Cox univarié, mais cette fois sur la population émulée, donc c'est-à-dire où on maîtrise seulement le biais de sélection par design, après implémentation des critères. Ensuite, 4 autres estimations lorsqu'on va combiner à la fois donc la maîtrise du biais de sélection par design, puisqu'on est sur notre population émulée, et la maîtrise du biais de confusion mesuré par des méthodes d'ajustement. La première, le modèle multivarié. Ensuite, des modèles un peu plus complexes où on va pondérer par des poids stabilisés qui sont l'IPTW, donc l'inverse de la probabilité d'être traité, qu'on va multiplier par un facteur de stabilisation. Ensuite, une deuxième méthode de pondération qui est les overlap weights, qui, cette fois, va pondérer nos patients par la probabilité d'appartenir au groupe de traitement opposé. Ensuite, dernière méthode, la G-computation, qui est une méthode plus récente, basée sur, donc d'inférence causale, basée sur l'approche contrefactuelle. Étant donné qu'on a cette partie ajustement, on a un travail préalable à faire, qui est l'identification des facteurs de confusion a priori, donc sur la base d'une revue de la littérature. Donc, on a également formalisé ce travail par ce qu'on appelle un diagramme causal que je vous présente ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce diagramme causal permet en fait de définir les liens qu'on peut connaître et qu'on peut identifier entre les différents facteurs et surtout sélectionner vraiment les facteurs qui sont pertinents dans notre analyse, donc c'est-à-dire au regard des traitements à l'étude. Ensuite, on peut donc passer à la seconde étape de l'émulation, c'est-à-dire l'application du protocole qu'on a défini. Et je vous l'ai dit, il y a 2 étapes, on peut la scinder en 2 de manière très schématique. La première va consister à implémenter les critères d'éligibilité et sélectionner nos patients en fonction des critères qu'ils ont reçus. Donc, ça revient à sélectionner notre population émulée. Donc, on est parti d'une base de 30 000 patients. Parmi eux, 9 000 avaient reçu du paclitaxel en première ligne de traitement métastatique. Ensuite, on a implémenté les quelques critères cliniques majeurs pour sélectionner notre population naïve, donc qui a comporté 5 500 patients. Et ensuite, on a continué à dérouler le fil, donc à implémenter tous les critères qu'on pouvait respecter au regard de la disponibilité des données et donc du protocole qu'on avait défini.
On obtient ainsi donc une population de environ 3000 patients pour notre population émulée, avec des bras qui sont à peu près équilibrés, avec 1500 patients dans chaque bras. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné notre population, on peut mener notre analyse statistique. Donc, on passe à la seconde étape, on va ajuster sur les facteurs de confusion mesurés. Et lorsqu'on va utiliser des méthodes basées sur score de propension, il y a quelques vérifications à faire avant d'estimer vraiment l'effet traitement, notamment l'évaluation du support commun. Donc, cette figure, elle vous présente en fait la distribution des scores de propension entre les différents bras comparés. Donc, la distribution des scores de propension dans la population naïve, qui sont les distributions dépourvues de contours noirs, et la distribution des scores de propension, qui sont cette fois estimés dans la population émulée avec les contours noirs. Donc, en rouge, à chaque fois, c'est la distribution des scores de propension dans notre bras contrôle, et en bleu, dans notre bras expérimental, paclitaxel plus bevacizumab. On peut voir que le simple fait d'implémenter des critères d'éligibilité permet de décaler la distribution de nos scores de propension dans le bras contrôle vers la droite. C'est-à-dire qu'en fait, l'émulation permet concrètement d'exclure les patients qui n'avaient en réalité quasi aucune chance, une chance proche de 0, de recevoir le traitement bevacizumab. C'est-à-dire qu'en fait, autrement dit, ils n'avaient aucune chance de faire partie de l'essai clinique E2100 au départ. On voit donc que l'émulation commence à, en tout cas, corriger le biais de sélection. Ensuite, on va vérifier la balance avant puis après pondération pour voir si finalement nos bras sont bien rééquilibrés sur les facteurs de confusion qu'on a utilisés. Donc cette figure vous présente les points. Donc sur les points rouges représentent le déséquilibre baseline sur une partie des facteurs de confusion qu'on a sélectionnés dans notre population émulée, c'est-à-dire le déséquilibre qui persiste après correction du biais de sélection par design, mais avant correction du biais de confusion. Ensuite, les points verts, eux, représentent l'équilibre que l'on obtient une fois qu'on pondère par les poids stabilisés, donc qui permet de corriger une grande partie du déséquilibre qu'on avait baseline, donc une fois qu'on corrige le biais de sélection par design et le biais de confusion par ajustement. Ensuite, on peut maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, on peut regarder nos courbes de survie Kaplan-Meier. Alors, à gauche, ce sont les distributions de survie brutes, c'est-à-dire sans aucun ajustement. Donc, elle montre qu'il n'y a pas de différence de survie entre les différents bras de traitement, avec des courbes qui se croisent. Alors, en bleu, c'est le paclitaxel plus bevacizumab, et en rouge, c'est le paclitaxel seul. Ensuite, à droite, on a l'équivalent dans notre population émulée, avec des traits pleins qui représentent donc la distribution de survie brute dans les deux bras, avec donc les mêmes codes couleurs. Elle montre qu'après correction du biais de sélection, puisqu'on est sur notre population émulée, eh bien, on voit une différence de survie en faveur du bras expérimental paclitaxel plus bevacizumab. Ensuite, les courbes en pointillés montrent la distribution de survie qui est pondérée par des poids stabilisés, donc obtenue après prise en compte du biais de sélection par design et prise en compte du biais de confusion par ajustement. Donc cette distribution, elle montre que la différence de survie qu'on observait juste avant entre les deux bras est confirmée et elle est même renforcée. Pour finir, on va pouvoir maintenant estimer notre effet de traitement. Donc selon les différentes méthodes que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc pour rappel, donc l'objectif est d'estimer l'efficacité du paclitaxel plus bevacizumab en termes de survie globale. Donc tout en haut, en rouge, est représentée la taille d'effet clinique qui avait été mesurée dans l'essai E2100, où aucun gain en termes de survie globale n'avait été démontré avec un hazard ratio à 0,88 et une p-value à 0,16. Ensuite, en vert figure la taille d'effet obtenue par régression univariée dans la population naïve, donc avant émulation. Cette approche, elle ne montre pas d'effet avec un hazard ratio à 1,02 et un intervalle de confiance qui comprend 1. Et ensuite, tous les points bleus qui suivent sont obtenus sur notre population émulée. Donc, le premier point bleu, le plus clair, est obtenu par régression univariée et montre qu'en appliquant simplement l'émulation, en tout cas les critères d'éligibilité, eh bien, l'effet devient positif et significatif avec un intervalle de confiance qui exclut 1. C'est l'impact seul de la maîtrise du biais de sélection par design. Ensuite, les 4 autres points qui suivent en bleu foncé sont eux obtenus sur notre population émulée
avec ajustement. Donc, c'est-à-dire qu'on maîtrise cette fois le biais de sélection et le biais de confusion. On voit que l'effet en faveur du bevacizumab est plus fort et qu'il est assez similaire, quelle que soit la méthode d'ajustement utilisée, donc autour de 0,80. On a vu tout à l'heure qu'une fois qu'on a estimé notre effet de traitement, on a quand même la question du biais résiduel qui peut persister parce qu'on a ajusté que sur les facteurs disponibles, les facteurs mesurés. Et cette possibilité de biais résiduel peut être explorée dans le cadre d'analyse de sensibilité, soit des analyses quantitatives du biais, soit en faisant appel à des contrôles négatifs. Dans le cadre de cette émulation, on a mené une analyse quantitative du biais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, c'est qu'en fait, il est possible de simuler un facteur de confusion hypothétique non mesuré dans nos analyses et de quantifier en fait quelle force d'association avec l'outcome et avec le traitement ce facteur devrait avoir pour invalider nos résultats. C'est-à-dire qu'on vérifie si l'existence d'un tel facteur est plausible ou non dans nos analyses. Dans notre cas, en se basant sur la littérature, on a placé l'hypertension artérielle et ce qu'on peut conclure, c'est qu'a priori, il est peu probable que l'hypertension artérielle puisse invalider nos résultats si on avait pu réellement le prendre en compte dans nos analyses, si on avait eu ce facteur dans la base de données. Donc, pour conclure, de façon générale, ce travail souligne l'intérêt de combiner les méthodes d'inférence causale comme l'émulation d'accessible et des techniques d'ajustement assez robustes pour limiter au mieux les différents biais environnels, donc en l'occurrence le biais de sélection et le biais de confusion. Et plus largement, ce travail nécessite d'être reproduit en fait à partir du protocole de d'autres essais cliniques plus récents et pour apprécier notamment la stabilité des résultats. Donc, c'est l'objet de ma thèse, de la suite de ma thèse, et ce travail est en cours. Mais un point important sur lequel j'aimerais insister et terminer aujourd'hui, c'est que l'émulation d'accessible, à la base, elle a été développée initialement pour répondre à des besoins lorsqu'un essai clinique randomisé ne peut pas être mené pour différentes raisons, notamment de recrutement, par exemple, dans les maladies rares. Donc, elle peut être utilisée pour construire le bras contrôle et le bras expérimental en vie réelle, comme je viens de vous le montrer, mais elle peut aussi être utilisée pour construire seulement le bras contrôle externe qu'on apparierait sur le bras expérimental d'un essai monobras. Dans ce cas, l'émulation de l'essai cible randomisé, donc hypothétique, hein, qu'on aimerait mener et qui permettrait de répondre à la question de recherche, eh bien, cette émulation devrait être définie en fait dès la conception finalement de l'essai monobras. Voilà, je vous remercie et puis je laisse la parole du coup à Coralie pour la suite. Merci Alison. Une petite question pratique pour l'équipe de coordination de ce webinaire. Est-ce que c'est possible de répondre aux questions? Il y a 2 questions et ce sera intéressant d'y répondre tout simplement parce que sinon elles vont se reproduire sur mon intervention. Vous l'avez pensé de poser les questions à la fin, mais si vous voulez, parce que ça impacte la présentation suivante, si c'est possible. Ben, on préfère à la fin pour avoir plus de temps pour ta présentation. Merci. Très bien. Merci. Donc, je suis Coralie Courtinard, je suis chargée de mission Real World Data. À titre d'information, j'ai une 15aine d'années d'expérience en épidémiologie, dont presque 10 ans en cancérologie. Effectivement, comme l'a souligné, l'a précisé Daniela en introduction, je travaille maintenant sur le projet Consort, qui est un outil de fouille de données qui est un outil sur lequel s'appuieront dans les prochaines années pas mal d'entrepôts de données de santé. Et je remercie donc la direction des données des partenariats de m'avoir invité donc à ce webinaire. Donc, je remercie Alison pour cette sympathique transition sur l'utilisation des bras contrôle synthétiques et l'intérêt majeur de le prévoir dès le développement clinique d'une molécule. Ce webinaire et mon intervention est une suite naturelle d'un article qui a été publié en avril 2022 dans Pharmaceutics
sur les essais cliniques et les comparaisons virtuelles. Donc, il faisait déjà un constat sur les bras de contrôle synthétiques. Et effectivement, il évoquait en tout cas qu'Unicancer était un acteur pertinent dans ce domaine-là, puisqu'effectivement, des bras synthétiques et sur les populations de données de vie réelle avaient pu être en tout cas générés à l'aide de leur base de données de vie réelle, que ce soit avec ESME ou même avec Canto. Donc, je vous laisse en tout cas consulter l'article sur le site Pharmaceutics et également sur le site Unicancer. Donc, ma présentation sera la suivante. Donc, j'évoquerai quelques éléments de contexte, puis dans le concret, et je serai certainement moins technique qu'Alison sur la méthodologie du projet, donc plutôt un aspect opérationnel, puisqu'effectivement, à titre personnel, j'ai été impliquée dans le programme que je vais évoquer. Ensuite, on fera une illustration des résultats de ce bras synthétique qui a pu être construit, qui en toute humilité est notre preuve de concept. Voilà, c'est le premier bras synthétique qu'on a pu faire au sein d'Unicancer. Et je remercie encore toutes les équipes opérationnelles qui ont été impliquées des différents services pour nous aider à mener ce projet à bien. Et puis, on évoquera effectivement les forces et les limites de ces cohortes matchées. Il y a beaucoup de forces et de limites, mais on se limitera à quelques-unes. Et enfin, quelques mots de conclusion, et que je n'hésitez pas en tout cas au niveau de mon intervention à compléter. Je pense notamment à Laure ou à Alison si j'ai manqué quelques points. Alors, quelques éléments de contexte. Comme on l'a bien compris, depuis une dizaine d'années, les données de vie réelle ont un intérêt croissant. Il y a maintenant presque 5 ans, on a la Food Drug and Administration, donc l'agence du médicament des US, qui a effectivement fait un programme Real World pour promouvoir l'utilisation de données de vie réelle. Et je rejoins ce qu'a dit Alison, dans le cas des maladies rares, quelquefois on n'a pas le choix, on ne peut pas faire de bras de contrôle, donc de bras de référence. Ou alors, on a du mal aussi à décrire la population d'intérêt. Donc là, les données de vie réelle donnent vraiment une image de ce qui se passe dans la vraie vie, c'est le cas de le dire. On a aussi en cancérologie donc, des guidelines, et on se base beaucoup sur la FDA donc, concernant les critères d'évaluation. Et on a la chance d'avoir une initiative en France qui s'appelle DATECAN, qui a été faite il y a quelques années sur différents types de cancers, notamment donc avec le groupe des statisticiens Unicancer des CLPC. Et on a des recommandations, en tout cas, sur les critères d'évaluation usités, en tout cas dans le cancer du sein métastatique, cette fois-ci. Et on retrouve effectivement que la PFS et l'OS sont les critères les plus couramment utilisés dans les essais cliniques. Et les données de vie réelle, en tout cas chez Unicancer, on peut reconstruire ce type de critères avec des données de vie réelle. Pour revenir à notre sujet d'intérêt, qui est donc les bras synthétiques, on va illustrer notre propos avec une molécule qui s'appelle DS8201. C'est une molécule qui a fait l'objet d'un plan de développement clinique classique, une étude de phase 1, alors cette fois-ci moins ciblée, puisque en fait, il s'agit d'un anticorps monoclonal, donc c'était une phase 1 en multitumeur, et ensuite une phase 2 monobras, donc là, ça introduit le sujet d'aujourd'hui. À titre d'information, je ne rentrerai pas dans le détail de la pathologie, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on est sur un produit chez des patients atteints d'un cancer du sein métastatique, avec effectivement une positivité au biomarqueur HER2, et un produit qui peut être administré en 3e ligne et plus. À titre d'information, sur ce produit-là, on est sur une première ligne classique, en tout cas par pertuzumab et trastuzumab, une seconde ligne par TDM1 pour les spécialistes du domaine, et ensuite on a donc la molécule d'intérêt qui a été évaluée, qui peut effectivement être prescrite par les médecins. Classiquement, une phase 3 a été faite, et donc l'objet, en tout cas de mon propos, sera vraiment l'étude de phase 2 monobras, pour laquelle effectivement Unicancer a été sollicité pour compléter cette étude monobras. Donc, il s'agit de la molécule donc, trastuzumab deruxtecan. Quelques mots, en tout cas, sur cette étude clinique monobras de phase 2. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, depuis donc, cette étude a été publiée, il s'agit d'une étude pour laquelle 153 femmes ont été incluses. C'est une étude multi-pays, donc aussi bien en Europe, en Asie et aux US. Les critères de sélection bien stricts, puisqu'on est dans un essai clinique, et comme l'a souligné Alison, les essais cliniques, on est sur des populations assez contrôlées et qui sont, en tout cas, on a le sentiment très sélectionné, et ce qui fait qu'en vie réelle, on retrouve des informations qui peuvent quelquefois différer, des patientes qui ont plus de 65 ans, qui reçoivent le traitement, alors que l'essai clinique a des limites. Par exemple, des comorbidités qui sont présentes, qui n'étaient pas dans l'essai clinique, ce genre de facteurs qui peuvent devenir des facteurs de confusion. Les critères d'évaluation de l'étude E101,
Donc, c'est des éléments que vous pouvez retrouver directement parce que c'est des résultats qu'on va évoquer, ils sont déjà publics, puisqu'on le retrouve dans les rapports de la HAS, notamment Commission de transparence et Commission d'évaluation des produits de santé, mais également dans le rapport de l'IMEA, donc l'Agence européenne du médicament, qui a publié ces résultats. Donc, les critères secondaires de l'étude, et c'est là où c'est important, puisqu'on va pouvoir reconstruire avec nos données de RealWorld ces critères de jugement, donc le taux de réponse confirmé, le taux de contrôle de la maladie notamment, et le taux de bénéfice clinique. Donc, c'est là où notre preuve de concept a pu être fait chez Unicancer, en reconstruisant avec les données déjà disponibles dans nos bases et également avec une collecte ad hoc que j'évoquerai tout à l'heure, reconstruire ces critères avec des données de vie réelle. Le projet en lui-même, je ne reviens pas sur la gouvernance, en tout cas chez Unicancer, toutes les entrepôts de données de santé, que ce soit ESME ou d'autres qui font l'objet d'une réutilisation de données, sont gouvernés dans le respect des exigences réglementaires, notamment donc, le règlement européen de protection des données. Donc, il y a un projet de recherche qui a été documenté, un protocole, un synopsis, un plan d'analyse. Je ne reviens pas sur les détails puisque Alison l'a très bien évoqué. En tout cas, voilà, c'est un projet qui a été validé par un groupe scientifique du programme. Donc, on reprend en tout cas les objectifs du projet correspondant à la cohorte RealWorld qui a pu être réalisée, matchée sur cette étude, donc monobras phase 2 U201 à partir des caractéristiques qu'on a pu recevoir. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer la réponse au traitement, voilà, qui correspond à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et puis, un objectif secondaire, effectivement, d'évaluer également les critères classiquement retrouvés, la survie globale, la survie sans progression. Alors, comment on a identifié cette population? Donc, effectivement, quand on regarde un peu les critères d'inclusion-d'exclusion de l'étude U201 qui est publiée, les données de vie réelle dont on dispose, notamment la base ESME, donc le programme Épidémio-stratégie médico-économique, on ne retrouve pas clairement l'ensemble de ces critères. Donc, on a défini quelques critères pour identifier la population. Donc, des patients qui ont un cancer du sein métastatique de type HER2 positif, qui aient reçu au moins une ligne de traitement par le produit qu'on appelle TDM1, c'est-à-dire qu'ils aient au moins 2 lignes de traitement pour répondre donc, à la cible d'intérêt. Et puis, effectivement, qu'ils aient débuté ce traitement, puisque les critères d'évaluation qui vont être construits et donc après calculés, la date de référence sera effectivement la date de début de ce fameux traitement de 3e ligne. La source de données, je l'ai un petit peu évoqué auparavant, donc c'est la base de données ESME sur le cancer du sein métastatique. Anne-Laure l'a évoqué, le programme ESME couvre à ce jour 3 pathologies, donc le sein métastatique, le poumon et l'ovaire. Donc c'est une base de données centralisée, issue donc de l'ensemble des patients pris en charge dans les centres de lutte contre le cancer, dans les 18 CLCC couverts sur 20 sites. La collecte est faite par des opérateurs de saisie formés selon les bonnes pratiques de data management à l'aide d'un outil web sécurisé et qui a fait l'objet d'une validation pour répondre aux exigences de la FDA, notamment du 21 Safe Part 11, puisqu'effectivement, toute donnée observationnelle ou pas qui aura été incluse dans un plan de développement clinique a priori ou a posteriori doit avoir été générée par un outil validé répondant donc aux exigences en tout cas de la FDA. Donc, dans cette source de données, on retrouve plein d'informations classiquement utilisées par les médecins pour prendre en charge ces patients. Donc, des informations sur la tumeur primitive, sur la maladie métastatique, les types de traitement pris lors de la phase adjuvante, mais également en phase métastatique. Et puis, bien sûr, les histologies, toutes les données d'anatomopathologie, donc aux génétiques, puisqu'on a de plus en plus effectivement de traitements qui dépendent aussi de facteurs génétiques. Et puis, bien sûr, l'état aux dernières nouvelles, qui permet en tout cas de calculer notamment la survie globale, et puis pour la partie progression, l'ensemble des événements cliniques au cours de la prise en charge du patient. Un point important sur cette base de données ESME, donc je voulais juste préciser que pour notre étude, on a une version de base de données donc, de 2018, donc un peu moins récente que celle d'Alison, mais néanmoins intéressante par rapport à notre population d'intérêt et la période d'inclusion des CU201. C'est une base de données qui n'inclut que des patients qui reçoivent un traitement. C'est-à-dire que des patients qui n'ont reçu qu'une chirurgie ne sont pas inclus dans cette base. Donc, le type de traitement à garder en tête, c'est effectivement au moins une prise en charge en première ligne par radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immuno- ou hormonothérapie, dans un CLCC. Donc, on s'assure que les patients qui sont dans cette base sont bien traités en première intention dans un CLCC. C'est le critère, elle est exhaustive sur ce type de prise en charge.
Et effectivement, tous les cancers rares et aussi qui ont une prise en charge spécifique comme les sarcomes et les lymphomes ne sont pas inclus dans cette base. Comme je l'ai souligné, pour faire un bras contrôle, on s'appuie sur des données sources de qualité, bien que rétrospectives, mais pour répondre à des critères comme la réponse au traitement, il faut faire des collectes ad hoc. Donc pour ce projet, en tout cas, nous avons organisé une collecte d'images dans l'ensemble des centres participants. Donc après avoir identifié les patients de population cible, on s'est appuyé sur les équipes logistiques et les services de radiologie, notamment de l'ensemble des CLCC volontaires et participants. Vous vous doutez bien que de pouvoir extraire des données de PACS, donc pour les plus experts, récupérer des images dans les systèmes d'information, c'est très sécurisé et il y a tout, je le rappelle, dans le respect des exigences réglementaires. Donc l'idée, c'était de pouvoir récupérer en tout cas des images à la baseline, c'est-à-dire à l'initiation du traitement de troisième ligne, donc de la cible de la molécule DS 8201A, et ensuite de pouvoir collecter des images à des intervalles réguliers. En pratique courante, on est sur un scanner tous les 3 à 6 mois. Dans la vraie vie, on peut avoir des variations. Donc, il y a tout un travail qui a été fait par les équipes opérationnelles d'Unicancer pour pouvoir collecter des images à des délais réguliers et aussi pour pouvoir récupérer ces images. Donc, en pratique, on a fait appel on a organisé effectivement une relecture indépendante, donc une relecture par un externe, avec 2 relecteurs indépendants, donc 2 radiologues. Les images ont été donc transmises à un comité de relecture dans un système d'information sécurisé. On remercie encore l'ensemble des services de radiologie et des opérateurs, ainsi que les référents ESME et autres qui nous ont aidés, appuyés pour pouvoir mettre en œuvre en tout cas ces activités. Un gros travail de coordination qui a eu lieu en tout cas sur 2018-2019. Quand on parle d'images, il y a différents types de scanners. Donc, il y a aussi un travail d'évaluation et de tri, parce qu'on dit scanner, mais ça peut être aussi différents types de scanners au niveau de la zone concernée. Donc, on a eu aussi un gros travail de tri qui a pu être fait. Et effectivement, là, on s'est beaucoup appuyé, en tout cas, sur l'entité externe qui nous a aidés, puis effectivement aussi l'ensemble des acteurs des CLCC. En pratique, pour identifier cette cohorte matchée, le partenaire, effectivement, nous avait transmis une analyse intermédiaire de 180 patients. Quand je dis analyse, en fait, c'est les données de baseline. Voilà, on a à peu près 8 facteurs pour chaque patient. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle un appariement. Donc, je ne rentre pas dans le côté trop méthodo parce qu'Alison a déjà bien balayé. Et donc, ce côté-là, donc on a fait un score de propension, c'est-à-dire, en fait, on a pris différents facteurs et on résume quelque part les caractéristiques baseline du patient et on génère une probabilité entre 0 et 1. Et effectivement, cette probabilité, une fois qu'elle est dans l'étude, on fait la même chose pour l'étude du 201 et pour la cohorte matchée, et on identifie des pairs. Donc, nous, on est parti sur un appariement 1 pour 1. Dans ce type de cohorte, on aurait pu partir sur 1 pour 2. Mais là, c'était un choix méthodologique. On s'est appuyé sur 4 facteurs majeurs sur lesquels on limitait en tout cas l'hétérogénéité d'évaluation. Donc, c'était l'exposition au pertuzumab, puisqu'effectivement, on sait que c'est un produit qui marche plutôt bien sur cette population, donc c'était important de pouvoir le contrôler. La présence de récepteurs hormonaux, puisqu'effectivement, dans le cancer du sein, il y a un impact fort de ce facteur pronostic. La présence d'une maladie viscérale, l'initiation, effectivement, de TDM1, et puis effectivement le nombre de lignes. Voilà, ça a été un choix méthodologique, ça peut être discuté, on l'aurait peut-être challengé autrement a posteriori, mais en tout cas c'était ce qu'on avait choisi en concertation avec le groupe d'experts qui est un sous-groupe du groupe scientifique du programme ESME. En pratique, donc l'extraction dont on disposait avait à peu près 20 000 observations, c'est-à-dire 20 000 patients avec une prise en charge, je le rappelle, qui avait pu débuter en 2008 jusqu'en 2017, voilà, et avec un historique jusqu'en 2018. À partir de cette population, on a pu identifier un peu plus de 700 patients qui avaient initié un traitement par TDM1. On a exclu pas mal de patients ensuite parce qu'il y avait peu de matériel, des matériels non évaluables en termes d'image.
Donc de ce fait, on les a exclus. On est arrivé à une population de 222 patients pour qui on avait donc un statut HER2 documenté et des images évaluables. Donc encore une fois, un gros travail de collecte d'images et en fin de compte, uniquement 222 patients. Ça peut être un petit peu décevant par rapport à la population, mais en tout cas, ce sont des données de qualité et c'est les seules données disponibles. Ensuite, on a exclu à peu près 85 patients une fois qu'on a matché sur les 180 patients de l'étude du 201. Et donc, notre population matchée correspond à 137 patients. Voilà, avec en stratifiant sur le fait qu'il y ait un stade métastatique initial, c'est-à-dire dès le diagnostic du cancer du sein ou à distance, on a à peu près 60% de rechute à distance. Et ensuite, on a stratifié sur l'exposition pertuzumab, puisque pour les analyses qu'on a pu mener, en tout cas, c'était un point majeur, puisqu'effectivement, le fait d'avoir reçu pertuzumab en première intention est un facteur influençant la survie au sens large. Je ne vais pas vous compter tous les résultats de ce projet de recherche parce que ça fait l'objet d'une publication qui va être bientôt soumise, donc je n'hésiterai pas à vous partager, mais je reviens sur quelques éléments importants, notamment les critères principaux. Lorsqu'on fait un matching, donc on avait 180 patients en étude 201, on a réussi à en matcher 137. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, après matching, les caractéristiques majeures sont les mêmes, c'est normal, c'était l'objectif, puisqu'on a pris des pairs, on a pris des patients qui se ressemblaient à peu près sur ces facteurs-là. Concernant donc le critère d'évaluation pour lequel la réponse au traitement, on a dû faire appel à une collecte d'images. Donc, on s'est basé sur les critères RECIST avec les limites qu'on utilisait exclusivement les images disponibles. Donc, on est sur un image-based RECIST. Donc, on a reconstruit donc la réponse au traitement. Donc, vous retrouvez en tout cas les résultats qui sont cohérents, en tout cas, avec ceux qu'on a pu avoir sur l'étude du 201. Donc, on était assez satisfait collectivement, en tout cas, de ces résultats. On retrouve une real-world survie sans, donc une survie sans progression en vie réelle de 4,7 mois. Donc, c'est aussi cohérent avec les données de real-world disponibles sur le sujet, sur les populations, en tout cas, d'intérêt et sur l'étude du 201. Et enfin, on peut vous présenter également les résultats stratifiés sur l'exposition au pertuzumab, où effectivement, on voit qu'on a 9 mois de delta entre les patients qui ont une survie sans progression qui sont dans la population, donc qui ont reçu pertuzumab avant le traitement d'intérêt, et les autres. Voilà, et ce qui est cohérent aussi avec les informations qu'on connaît sur l'efficacité du pertuzumab associé au trastuzumab. Enfin, concernant la survie globale, donc on est effectivement, donc je rappelle quand même que ces critères d'évaluation ont été calculés comme suit. Donc date de début, donc date du début de troisième ligne, voilà, et ensuite pour la survie globale, donc date de décès pour les cas décédés, et puis censure à la date des dernières nouvelles pour les cas vivants. Donc on est à 24 mois. Donc résultat satisfaisant. Donc ce projet a été mené dans le cadre d'un partenariat, donc le partenaire était assez satisfait de la qualité des données et des résultats obtenus. Donc ça, c'était une illustration assez pratique d'un bras synthétique, notre preuve de concept, notre première expérience. On a eu d'autres expériences depuis, mais ça, je laisserai en tout cas Anne-Laure compléter mes propos. Ce qu'on peut souligner, ce qu'on trouvera dans l'article, c'est qu'effectivement, on est sur une base de données assez robuste, une base de données académique, qui a plus de 10 ans de recul, qui est certes rétrospective, mais qui donne en tout cas des informations minimum nécessaires pour pouvoir prendre en charge les patients et puis fournir des données de survie sur des populations larges qui ne sont pas couvertes par les essais cliniques, comme les populations âgées, les hommes, en tout cas des populations qui peuvent être limitées en termes de données. Donc là, en tout cas, lorsqu'on sait la manipuler avec des projets, avec des considérations méthodologiques robustes, on peut identifier de l'information. On a utilisé un score de propension et on a aussi réalisé des analyses de sensibilité sur des populations et aussi, on a également, ça je ne l'ai pas présenté mais je l'évoque oralement, utilisé une méthode de type IPTW comme l'a souligné Alison, donc le SMRW adapté à notre étude, et donc l'ensemble de ces résultats en tout cas qui sont assez nombreux je pourrais partager en tout cas la publication lorsqu'elle sera sous presse. On arrive en tout cas à reconstruire des critères d'évaluation avec nos données de vie réelle qui sont reconnues par les autorités, puisque je me permets de rappeler qu'effectivement,
Vous retrouvez ces résultats donc dans le rapport de l'IMI et de la molécule concernée, ainsi que dans les 2 rapports de la HAS. Et à titre d'information, ces données ont également été utilisées donc à l'Agence du médicament européenne et sont en cours d'évaluation au Canada. Alors, les limites, elles sont classiques. On a matché effectivement des données françaises de patients français, de nationalité française en tout cas, sur un essai clinique international, donc avec multi-pays, multi-continents. Donc, on peut avoir des limites de pratique, d'informations qu'on ne collecte pas. Donc, ça, c'est un premier point. Concernant certains facteurs d'appariement, même on peut avoir une hétérogénéité dans l'évaluation, même si on a tenté avec des méthodes statistiques de pouvoir limiter ou de contrôler ou identifier ces biais. Alison en a très bien parlé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous retrouvez en tout cas toutes les forces et les limites majeures de cette cohorte matchée dans l'article en cours de soumission. Enfin, d'un point de vue Unicancer, c'est notre preuve de concept, c'est notre première cohorte matchée. On a mis à peu près 9 mois à collecter des images pour plus de 200 patients. Donc, on peut se dire que c'est assez long, mais en même temps, c'est une cohorte matchée qui n'était pas anticipée par le partenaire dès le lancement du développement clinique de ce produit. Donc, effectivement, pour nous, c'est majeur que les acteurs académiques comme Unicancer qui disposent de bases de données de vie réelle, en tout cas robustes, puissent être impliqués dès le plan de développement pour pouvoir effectivement anticiper ces besoins de collecte de données ad hoc, mais avec effectivement les ambitions d'Unicancer concernant les EDS. Effectivement, on pourra en tout cas avoir des magasins de données avec des bras de contrôle statistique presque disponibles à la demande. En tout cas, je pense que c'est le futur pour l'innovation en santé. Et enfin, je souligne que ce bras synthétique, n'est pas la première expérience d'Unicancer. Il y en a d'autres. On a également, au sein de la direction, en tout cas, dans mon expérience précédente, créé des populations pour des populations avec des facteurs génétiques particuliers. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Ce sera peut-être l'objet de prochains webinaires. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Coralie. Et du coup, je pense qu'il nous reste juste un petit moment pour une question. Alors, du coup, dans ESME, ne retrouvait-on pas la même patient inclus dans l'étude observationnelle? Et c'est valable si on est certain que la cohorte ESME est parfaitement indépendante. Donc, je vous laisse répondre. Une question pour Alison. Oui, c'est ça. En lien avec la présentation. Alors, je dirais qu'en fait, a priori, il est très peu probable qu'on ait des patients dans la cohorte ESME qui avaient été inclus dans les CE 2100 parce que les CE 2100, les centres participants étaient uniquement des centres américains. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et du coup, il y aura un autre webinaire prévu en octobre. Donc, je vous invite à participer aussi nombreux comme aujourd'hui. Et je vous souhaite également un bel été et à la prochaine. Et merci aussi aux intervenants de qualité qui nous ont illustré leur travail. Merci de nous avoir invités en tout cas.